Et bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en live, normalement sur Twitch, et ceux qui nous regardent plus tard sur notre chaîne YouTube. C'est le premier meet-up de la saison 2024. C'est un sujet qui n'est pas complètement dédié aux devs, pour une fois. C'est tout notre objectif. On a envie d'ouvrir la communauté à d'autres métiers que simplement le métier de développeur. Donc c'est pour ça que ce soir, on accueille Lana, qui est ergonome, UX. Peut-être qu'elle définira son métier elle-même juste après. Elle vient nous parler de conception éthique, et donc on espère que vous allez apprécier ce sujet. Normalement, il y aura une phase de questions à la fin, mais vous pouvez lui demander de répéter certaines choses durant la présentation. Voilà. Et juste après, on se retrouve pour discuter autour de plein de sujets et aussi de conception éthique. Il y aura encore des bières et à manger. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et faites du bruit pour Lana, s'il vous plaît. Je vais me présenter rapidement. Je suis Lana. Je suis ergonome IHM, enfin des IHM, et plus communément user researcher. Et je suis là du coup aujourd'hui pour vous parler de conception éthique. Qu'est-ce que c'est et comment en faire. Et du coup, ce sujet en fait s'adresse à toutes les personnes qui sont dans le numérique, toutes les personnes qui travaillent dans le numérique en général, mais d'autres personnes aussi qui sont intéressées par le sujet peuvent être intéressés par ce que je vais présenter. Voilà, si vous avez des questions, des questions en termes de discussion, on va laisser ça plutôt à la fin. Mais si vous avez des problèmes de compréhension, si j'ai des choses que vous ne comprenez pas, ou je m'exprime mal, ou vous ne comprenez juste pas le sens de ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à lever la main et si je ne vous vois pas, à faire des grands coucou pour m'interrompre, quoi. Voilà. Du coup, on peut commencer. Pour que vous ayez une petite idée en fait du déroulement de la présentation, je vais d'abord commencer par présenter les concepts. Comme ça, on est d'accord sur le sens des mots que je vais utiliser de nombreuses fois ce soir. Ensuite, je vais parler de notre responsabilité en tant que professionnel du numérique, puis de la liberté individuelle, du respect des droits humains, et finalement, on parlera plus en détail des bonnes pratiques pour faire de la conception éthique. Et après, une petite conclusion. Du coup, je vais vous demander de sortir vos téléphones si vous pouvez et de scanner ce QR code. Si ça marche pas, il faut aller sur wooclap.com et il y a le code en bas en tout petit évidemment. Et je vais vous demander de répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'éthique en fait pour vous? Que ce soit un mot, que ce soit une phrase, une personne, un métier, enfin bref, un truc assez court quoi. Qu'est-ce que c'est que l'éthique pour vous? Et je vais vous laisser 1 minute. Bon, une fois que tout le monde. Normalement, il y a pas, c'est pas encore lancé. Ouais. Pas pratique. Ok, on est tous plus ou moins bons. Ouais. J'aurais bien voulu faire un. Enfin, en fait, je vais absolument pas réussir à vous montrer les réponses parce que vu que je casse pour le Twitch, mais je vais vous lire un peu les réponses, celles qui sont revenues le plus souvent. Comme ça, on voit à peu près tous ensemble. Enfin, on entend. Qu'est-ce que c'est que l'éthique selon vous? Donc il y a règle, sens, bien, juste, ensemble, éthique, respect, compte, pratique, accessible, comportement, moral, société. Bon, ça fait quand même pas mal de réponses, soyons d'accord. Et en fait, on se rend compte que c'est difficile de définir l'éthique parce que c'est un concept qui est de nature hyper subjective. L'éthique, ça concerne souvent les valeurs, les croyances, la morale. Ça varie d'un individu à un autre et d'une culture à une autre. Et les normes éthiques, elles sont souvent ancrées en fait dans un contexte culturel, historique et social d'une société donnée. Et ces normes-là, en fait, elles vont venir évoluer avec le temps en réponse aux changements sociaux, économiques, politiques et technologiques. C'est ça qui nous intéresse. Donc désolée, mais il n'y a pas de définition universelle de l'éthique. Mais aujourd'hui, pour une question plus de facilité, en fait, on va plutôt définir qu'est-ce qui n'est pas éthique, parce que je préfère qu'on soit tous, enfin, j'espère qu'on va tous être d'accord avec les exemples que je vais vous montrer là. Est-ce que, selon vous, tabasser un petit chiot, c'est éthique? Non? Ouais, juste, ou la maltraitance animale, pardon, j'ai un peu... du coup, on est tous d'accord pour dire que non, c'est pas éthique.
Harceler ou humilier un individu, est-ce que c'est éthique? Non plus. Et voler de l'argent ou des informations à un individu, est-ce que c'est éthique? Non plus. C'est évidemment des choses qui sont évidentes, mais au moins, en fait, ça nous aligne sur une même définition. Comme ça, on peut continuer avec la même vision. Et enfin, maintenant qu'on soit, bon, j'ai fait une liste non exhaustive de métiers qu'on pourrait rencontrer ici, mais qu'on soit professionnel du numérique en général, qu'est-ce qu'on a tous et toutes en commun, peu importe notre spécialisation en fait dans ce domaine-là? Eh bien, on conçoit. On conçoit tous et toutes un service, une interface, un produit. Et notre quotidien, en fait, il va venir se résumer, bon, très résumé certes, à concevoir. Concevoir une interaction, concevoir une solution logicielle, du code, des visuels, des idées, des analyses, etc., etc. Et même selon Wikipédia, la conception de produits, c'est le déroulement intellectuel d'un individu pardon, ou d'une équipe, blablabla, faisant intervenir divers métiers ou spécialités. Et là, on voit entre parenthèses les différents corps de métiers qu'on peut retrouver dans le numérique, quoi. Donc, c'est peut-être aussi bidon, comme les définitions de tout à l'heure sur ce qui n'est pas éthique, mais je trouve que c'est important de prendre le temps sur la définition de la conception, parce qu'il y a beaucoup de quiproquos, vu que tout design en anglais, ça veut dire concevoir, ben, on associe souvent la conception au métier de designer, alors que ben, on fait tous plus ou moins de la conception dans notre quotidien, quoi. Voilà. Et dernière définition, après, promis, c'est fini. Selon l'AFD, on revient sur la définition de la conception, c'est un processus dont le but est d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours. La conception, elle contribue à la création d'espaces, d'interfaces, de produits et de services, de messages visuels et sonores, et elle leur confère un sens, pardon, une émotion, une identité particulière, afin d'en améliorer l'accessibilité ou l'expérience. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, en venir à ça. En tant que professionnel du numérique, et en particulier dans la tech, ben, on bénéficie d'un privilège. On a le privilège en fait d'avoir des salaires plutôt corrects, même assez bien, qu'on se le dise. On a aussi le privilège de travailler d'où on veut. On a eu le privilège de pouvoir travailler même durant une pandémie mondiale. Et aussi, on a le privilège de façonner efficacement la réalité de nos utilisateurs et utilisatrices, quoi. Notre influence ici en tant que concepteur ou conceptrice ou professionnel du numérique, ça peut être, cette influence-là, elle peut être comparée à celle d'un ou une médecin. Et avec un tel niveau de pouvoir, en fait, vient énormément de responsabilités. Notre travail, en fait, il consiste à résoudre des problèmes et à mettre des produits sur le marché. Mais est-ce qu'on se pose suffisamment la question sur la manière dont les individus ils vont venir utiliser le produit qu'on conçoit? Certes, je parle de médecin et de responsabilité, c'est un peu extrapolé, mais c'est quand même vraiment une responsabilité, quoi. Un médecin, lui, il va se demander, par exemple, c'est quoi les risques d'une chirurgie et comment ça peut impacter, genre, c'est quoi les conséquences pour son patient, sa patiente. Et est-ce que nous, on se pose ce genre de questions? Je sais pas, pas trop. Euh, et du coup, dans notre effort, en fait, pour toujours vouloir faciliter l'accès au contenu numérique et à rationaliser les expériences utilisateurs, on oublie souvent de nous demander comment les choses qu'on conçoit, comment les choses qu'on conçoit peuvent mal tourner ou comment elles pourraient être utilisées de manière non intentionnelle. Si on prenait le temps, en fait, d'examiner et de questionner le travail qu'on faisait avant de le mettre sur le marché, est-ce qu'on pourrait pas avoir une compréhension un peu plus claire de la manière dont nos conceptions servent positivement ou impactent en fait les humains qui vont venir les utiliser? Le monde dans lequel on vit, en fait, il est blindé façonné par des ensembles de données et des algos et aussi des modèles pré-entraînés, quoi. Et du coup, ces données, elles sont utilisées par des IA pour créer des modèles et à venir analyser nos comportements et prédire nos comportements. Du coup, en fait, ces algos, ils participent à la prise de décision en matière d'emploi. Ils peuvent assigner des scores de confiance à certaines personnes. Et il n'y a pas qu'en Chine que ça se passe, il y a aussi sur Tinder, tout simplement. Et ça peut aussi même influencer notre perception des actualités. Pour tous les contenus publicitaires qu'on a sur Instagram ou même les résultats sur Google après une recherche, quoi. Forcément, c'est des algos qui vont retourner ces résultats-là et il n'y a pas des humains en coulisses, normal. Et c'est parce qu'en fait, ces algos, ils sont le résultat d'une réflexion humaine
et en plus nourris par des données humaines qu'ils acquièrent souvent très involontairement des biais humains. J'imagine qu'il n'y a personne, genre aucun dev, qui a délibérément essayé de programmer des algos discriminatoires. Et en général, quand on découvre ces cas de biais, c'est souvent parce que personne n'a soigneusement pris en compte les effets secondaires de ce qu'ils ont conçu, quoi. Les algos discriminatoires sont souvent créés par des personnes bien intentionnées, qui sont juste pas formées en fait, enfin juste quand même beaucoup, mais qui sont pas formées du coup pour anticiper les implications de leur travail. Ces algos, ils produisent simplement des résultats, mais c'est à nous, du coup, humains, de venir les examiner et de les réglementer pour veiller à ce que les données présentées soient appropriées en fait au contexte et en accord avec nos valeurs en tant que société. Sinon, on pourrait se retrouver avec des conséquences non intentionnelles qui pourraient avoir un impact hyper négatif sur notre société. Et je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'est l'exemple du filtre Snapchat avec la petite couronne en fleurs. Je pense qu'on l'a tous vu passer en 2016, peut-être. Tous, peut-être pas, mais la grande majorité ici. Et en fait, on se rend compte que... Alors moi, j'ai déjà utilisé et j'avais jamais pris conscience que ça me blanchissait la peau parce que je suis déjà très blanche. Mais en fait, on se rend compte que là, c'est quand même hyper oppressant et violent pour une personne de couleur et ça contribue du coup forcément énormément au colorisme et du coup, ces filtres, enfin, il y a pas eu que ce filtre-là, mais d'autres filtres Snapchat qui ont été critiqués du coup pour avoir éclairci le visage de certaines personnes. Petit avion qui passe. Il y a aussi les algos de chez Google qui sont discriminants et ça, je crois que c'est un scandale qui date de peut-être 2018. Je suis plus vraiment sûre de la date, mais voilà, on se rend compte que je vais même pas décrire l'image. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Ainsi peut-être pour les gens qui voient pas. Mais en gros, on voit que sur Google, quand on faisait une recherche de gorille, il y avait peut-être des personnes noires qui apparaissaient en fait enfin, le résultat c'était peut-être ça parce que les personnes noires étaient catégorisées comme des gorilles, quoi. Forcément, Google ils ont décidé de supprimer leur catégorie gorille parce que c'est plus simple. Mais du coup apparemment le problème n'est plus là. Mais ça c'était hier quand je faisais une recherche pour voir les biais et des résultats, des retours, enfin des résultats de chez Google, quand j'ai tapé femme ou fille pour voir ce que ça retournait. Et en fait, là, on voit que ça retourne que des femmes blanches. Est-ce qu'on voit de la diversité là-dedans? Si, un tout petit peu en bas à droite. Mais c'est plusieurs femmes ensemble de couleurs différentes, quoi. Et quand je tape fille, c'est pareil. Par contre, j'ai tapé homme, je crois que c'est pareil, j'ai pas tapé garçon, donc je préfère pas. Mais bref, en tout cas, on voit que c'est toujours existant, quoi. Les biais, ils sont toujours là. Bref, il y a pas que des biais dans les algos, il y a aussi, des projets qui sont hyper oppressants. Je sais pas si vous avez entendu parler des outils de gamification, de l'outil de gamification, en fait, de surveillance, tout simplement, des employés de chez, Amazon, en fait, qui les suivent, et qui les incitent à travailler plus, quoi. Clairement, il y a juste ça. Et il y a eu pas mal de témoignages aussi de ces employés-là de chez Amazon qui se sentaient hyper oppressés en fait par cette méthode de travail et, euh, et qui n'osaient même pas en fait aller aux toilettes quoi par exemple parce que ils étaient traqués. Et enfin, dernier exemple, ça c'est une notification, une pop-up quand un conducteur Uber, je sais pas de quand ça date, mais quand un conducteur Uber il décide de quitter, enfin, d'arrêter en fait de bosser tout simplement. Il y a cette petite pop-up qui vient et qui dit: «Est-ce que tu es sûr que tu vas arrêter de travailler? Putain, franchement, tu es à 6 de te faire 40 pour cette soirée». Enfin, bref. Et en plus, on voit que du coup, le keep driving, il est genre mis en surbrillance. Il est beaucoup plus mis en valeur en fait que le go offline et du coup, ça incite clairement les conducteurs Uber à continuer à travailler, quoi, même si ils ont plus envie. Alors certes, c'est pas nous les responsables directement de ces erreurs, mais on est responsable en fait de les reproduire, sûrement de manière involontaire, hein, clairement, parce qu'on oublie souvent les effets secondaires que peuvent provoquer nos conceptions et que l'éthique, elle n'est pas une priorité en fait dans les projets et en fait, on n'est tout simplement pas formé aussi. Et ces erreurs-là, elles peuvent directement impacter la liberté individuelle et comme on a pu le voir dans les exemples avant. Et du coup, on va parler maintenant de liberté individuelle.
On va parler de design addictif. Et en fait, l'utilisation pardon, de ces designs addictifs, ils sont forcément inspirés de concepts en psychologie comportementale. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont non seulement, enfin, ils sont pas seulement présentés et discutés, oh là là, pardon, 1, 2, 3. Ils sont non seulement, pardon, présents et banalisés en fait dans la conception de produits, mais en fait, ils sont ouvertement discutés et félicités par la communauté. Et là, on le voit en fait. J'ai fait une recherche et je sais pas si vous voyez l'article de gauche, si vous êtes designer, mais enfin, bon, c'est un article qui est assez connu, c'est comment faire les 3 lois en fait pour faire des notifications efficaces, quoi. Enfin, en fait, comment attirer l'attention des utilisateurs et utilisatrices. Et en fait, sur Medium, quand j'ai tapé notification, bah, il y a plein d'articles qui sont apparus sur bah, comment faire des notifications efficaces, voilà. Euh, Il y a aussi les exemples des dark patterns, pardon. Et ici, j'ai mis 2 exemples. Celui de gauche pour vous. C'est une participation, en fait, c'est un soutien pour une plateforme en ligne. Voilà, en fait, quand on met quelque chose dans notre panier, je vous raconte comment ça se passe. Quand on met quelque chose, un article dans notre panier, sur cette plateforme-là, eh ben, on est obligé de soutenir, enfin, automatiquement, on n'est pas obligé, pardon, mais automatiquement, on donne de l'argent en fait pour financer la plateforme qui permet de faire ça, quoi. Donc l'idée, elle est cool, mais sauf qu'en fait, c'est automatique, on ne donne pas forcément notre consentement. Et en plus, c'est écrit en tout petit, si on veut modifier ou enlever la participation, enfin, c'est vraiment pas mis en valeur. Et quand on clique sur ça, il y a cette pop-up, enfin, si on veut changer le montant ou l'enlever, il y a une pop-up qui apparaît avec ça, où il y a écrit, donc au début, le petit curseur, il est au milieu, c'était genre, je sais pas, 2 euros. Et quand on va au minimum, bah, on voit que ça va à 1 euro. En fait, c'est obligé de participer à 1 euro. Donc là, c'est deuxième étape pour vouloir arrêter, en fait, enfin, pour pas souscrire et donner de la thune à cette plateforme. Euh, mais en fait, pour ne pas donner de l'argent, ben, on le voit, il y a la petite checkbox, pas du tout mise en avant aussi, qui dit bah, je ne souhaite pas soutenir la plateforme. Donc déjà, je ne souhaite pas soutenir, ça fait un peu un message culpabilisant qu'on se dise. Et en plus, bah, il y a pas mal d'étapes pour en venir au non-soutien, quoi. Ah, ouais, voilà, je savais même pas. Ok. Ouais, donc enfin, c'est un peu. C'est c'est vrai. Bon, bah, joli dark pattern, du coup, c'est pas. Même si la plateforme, enfin. Bref, Ouais, mais les valeurs, elles sont cool en plus, et c'est dommage d'utiliser des dark patterns, en fait. Mais bref, bon, on va pas leur taper sur les doigts non plus, mais. Enfin, un peu, mais. Et bref, deuxième exemple, c'est celui de l'exemple d'une plateforme de location de voitures où en gros, bah, quand tu vois, j'ai lu, non, moi j'ai lu et j'accepte les conditions de vente, nanana, automatiquement tu vas cliquer sur cette checkbox parce que tu sais que si tu veux cliquer sur le bouton d'après, eh ben oui, c'est avec toi qu'a vu qu'on avait ça. Et du coup, enfin, par automatisme, tu vas cliquer sur ça et en fait, bah, quand tu regardes dans ton panier, il y a 15 euros de plus. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, on a regardé, en fait, on a refait le site, toute la page. On s'est dit, mais pourquoi on a 15 euros de plus dans le panier? En fait, on n'avait juste pas lu, certes, mais en fait, c'est hyper bien et mal fait, enfin, parce que c'est de la manipulation. Nous, on a juste cliqué en pensant que c'était le truc, j'ai lu les conditions de vente, nanana, pour pouvoir enfin, finaliser la transaction. Mais là, en fait, bah, c'était juste pour nous faire prendre la cancel protection, quoi, alors qu'on n'en voulait pas. Voilà. Du coup, l'argument selon lequel, en fait, on est, libre et indépendant pour prendre nos propres décisions, bah, devient de plus en plus remis en question, dans le monde du numérique. Ces concepts, en fait, qui viennent de psychologie comportementale, utilisés pour nous manipuler, peuvent avoir une influence directe et préjudiciable, du coup, sur nous-mêmes. Et en fait, autre exemple, mais je pense que ça nous est à tous arrivé, de regretter, en fait, d'utiliser, par exemple, les réseaux sociaux ou je sais pas, Uber Eats, Deliveroo et en fait, de continuer à les utiliser, malgré nous. Et en fait, est-ce que ces boîtes, elles sont pas tout simplement en train d'empiéter sur, notre liberté en manipulant du coup, bah, nos pensées et forcément donc nos actions? Il y a beaucoup d'années, enfin il y a beaucoup d'années, il y a quelques années,
Beaucoup de personnes, en fait, affirmaient que, peu importe le nombre de publicités, pour les fast-foods auxquelles on était exposés, bah, c'était toujours notre décision, qui nous poussait à une surconsommation, pardon, et donc par conséquent à de l'obésité. On était libre de faire le choix de, mal manger, quoi, en gros. Mais en fait, à mesure que les effets de ces publicités, se propagent, en fait, dans le monde et que la crise forcément de l'obésité, elle évolue, bah, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'il y a un lien évident entre publicité et habitudes alimentaires. Et du coup, bah, grâce à ces études-là, bah, il y a des preuves, en fait, qui soutiennent l'idée que les publicités de restauration rapide sont très efficaces pour, influencer nos comportements et elles sont conçues, en fait, pour cibler des personnes spécifiques au moment où elles seront le plus vulnérables, pour les inciter à consommer du fast-food. Et ça, c'est clairement lié à la liberté individuelle. Imaginez, enfin, ça nous est tous et toutes arrivé, je pense, de commencer notre journée, avec l'intention de manger sainement. Et en fait, on reçoit une petite notification, qui nous propose de commander du KFC, quoi. Dans quelle mesure est-ce qu'on est libre? Il y a une notion qui est hyper intéressante, c'est, que si l'action ne suit pas, l'intention, bah, on est victime de enfin, on devient victime de regret. Et le regret, c'est pas, une sensation, agréable. Enfin, en fait, on n'a pas tout simplement pas envie de ressentir et d'éprouver, du regret, quoi. Du coup, malgré notre, liberté, on agit contre nos propres intérêts en consommant involontairement ce gros burger, bien sale là, qui donne bien envie, alors qu'on voulait juste, bah, manger une petite, salade ou une soupe ou enfin, bien manger quoi, en fait. Bref. Il y a pas que nos données qui sont intéressantes, notre attention, elle l'est aussi. Notre attention, c'est une ressource précieuse et limitée parce qu'on vit dans un monde qui est saturé de stimuli et du coup, bah, nous, on l'est forcément, quoi. Il y a l'économie de l'attention, en fait, et c'est tout simplement, le fait, que les entreprises et les médias cherchent sans cesse à attirer notre attention pour maximiser notre engagement et souvent à des fins publicitaires ou pour de la génération de revenus. Il faut réussir, en fait, à capter les gens dans un environnement, ultra concurrentiel, quoi. C'est comme ça que ça marche et du coup, pour réussir à capter, bah, notre attention, les produits, les interfaces, enfin bref, tout ça, ça a été conçu, en fait, pour influencer et diriger notre attention et forcément, ça implique des études en psychologie qui sont détournées de leur objectif, 1 pour créer des techniques de conception pour attirer l'attention et du coup, intentionnellement, influencer, bah, les comportements. J'adore cette image. Et du coup, ça peut avoir en fait des conséquences hyper graves parce que bah, ces techniques de persuasion, elles ont pour but de changer les attitudes et les comportements des individus. Je pense que vous avez, la majorité, entendu parler du scandale de Cambridge Analytica, super accent anglais, qui date de 2018 en fait, où nos données personnelles ont été utilisées pour, enfin, à des fins pardon, politiques. Si vous ne connaissez pas ou juste pour rappel, en fait, Cambridge Analytica, c'est une société de conseil politique qui a eu accès, en fait, à des données de millions d'utilisateurs Facebook, sans leur consentement, évidemment. Ces données, elles avaient été collectées grâce à un quiz, psychologique sur Facebook et grâce à ce test, bah, ils ont eu accès à non seulement aux données des gens qui ont fait le test, mais aussi aux données de leurs amis. Enfin, c'est hyper grave. Heu et du coup, en fait, ces données, elles ont été utilisées pour créer des profils, pardon, psychologiques détaillés et cibler des publicités à caractère, politique personnalisées, visant donc à influencer les opinions politiques et donc, les comportements, électoraux des utilisateurs. Et du coup, est-ce que vous imaginez, en fait, le risque, lié à la manipulation de l'information, la protection de nos données, de notre vie privée? Genre, je suis questionnée, pardon. Elle est où, en fait, l'utilisation de l'éthique, de nos données personnelles? Je bois un coup. En fait, on utilise tellement de techniques de conception inspirées forcément des géants du web, en tant que professionnels du numérique et en n'ayant pas forcément, conscience de leurs effets. Tout ça dans le but de favoriser l'expérience utilisateur. Mais est-ce que c'est vraiment cette expérience utilisateur qui nous motive? Enfin, honnêtement, qu'est-ce qui motive une équipe produit, un pôle design, une entreprise, l'industrie technologique, le système capitaliste? Bah, en fait, poursuivi dans l'industrie tech, parce que c'est un marché ultra concurrentiel, les entreprises, elles doivent concevoir de manière à favoriser, bah, leur croissance. Et forcément, les intentions premières des entreprises, c'est de grandir. Même si elles ont, des valeurs géniales, bah, il faut grandir.
Et vu que l'intention première, c'est de grandir, d'être rentable, pardon, pour avoir des investissements, des investisseurs et grandir encore plus vite parce que oui, on est dans une société capitaliste. Bah, parfois, on utilise en fait des techniques d'influence, de manipulation et des techniques oppressives. En fait, nous-mêmes, on est acteurs et actrices de ces mécanismes-là, à part si, enfin, il y a des cas particuliers, si on travaille pour le bien commun ou je sais pas, pour une société, une asso à but non lucratif, mais bref, en général, si on travaille pour des sociétés privées, quoi, on est actrice et acteur et on nous demande souvent en fait de concevoir des choses dont le but c'est de créer de l'engagement chez nos utilisateurs et nos utilisatrices pour avoir des bonnes stats du coup et pour vendre notre projet chez les investisseurs. Mais enfin, il est où le réel intérêt en fait de l'utilisateur là-dedans? Et en fait, en faisant ces slides, c'est absolument discutable, hein, ce que je vais dire. J'ai juste réfléchi à un truc et je me suis dit, en fait, il y avait peut-être là la nuance entre UX designer et product designer, parce qu'il y a souvent ce débat en fait entre moi je suis UX, moi je suis product, enfin bref. Euh, j'ai participé à ce débat. En fait, on conçoit des produits qui ont pour but d'être consommés et pour ça, bah, forcément, on va utiliser des techniques de manipulation provenant de la psychologie, du coup, pour que les utilisateurs et utilisatrices utilisent et réutilisent notre produit. En fait, on ne conçoit pas pour l'expérience utilisateur, on conçoit pour que l'expérience des utilisateurs elle soit agréable avec notre produit, bah, du coup, afin de vendre. Et du coup, je me suis dit, en fait, peut-être que l'UX, un UX designer ou une UX designeuse, Heu, bah, va plus peut-être bosser dans des assos ou dans le bien commun, enfin l'intérêt, enfin dans les services publics quoi, en général et le product, bah, va peut-être plus bosser pour, une société privée, qui a besoin de vendre en fait. Enfin je sais pas. Ce n'est que ma réflexion pendant, le moment où j'ai écrit, ces slides. On est libre d'en discuter, après si vous voulez. Bref. Mais certes, même si une entreprise, elle peut avoir des valeurs, hyper éthiques en pensant à l'écologie, par exemple, mais il faut quand même se démarquer des autres, quoi. Il faut être alléchant et du coup, manipuler malheureusement. Il y a un bon exemple, en fait, c'est Vinted. Je pense que tout le monde connaît Vinted. Où en gros, ils sont arrivés en mode, bah, vendez-le, si vous ne non, si vous ne le portez pas, vendez-le. Ils ont prôné un peu le marché de la seconde main, donc c'est en soi hyper cool, quoi. Enfin, l'idée est genre très chouette, les valeurs, elles ont l'air bah, cool aussi. Mais en fait, on se rend compte que enfin, les effets secondaires de ce que ça a emmené, c'est que bah, on va plus faire des dons dans des, vous voyez, les petites boîtes là, enfin, je sais plus comment on appelle ça, les conteneurs où on donne nos habits. En fait, on va les vendre, même si ça coûte 2 balles. Bah, on se dit, bah non, bah, je vais le vendre. Enfin, tant qu'à faire, autant le vendre, quoi. Et en fait, on se rend compte que, bah, par exemple, Emmaüs, bah, ils sont en galère actuellement parce que Vinted a pris le lead et que plus personne, en fait, ne donne ses fringues chez Emmaüs, quoi. Enfin bref, j'ai une petite question à vous poser et je vais vous demander pour les personnes concernées de lever la main. Euh, Si vous avez fait des études supérieures, que ce soit, bah, je sais pas, la fac, une école d'ingé, une école de design, une école, bref, diverses et variées, ou même que vous avez fait une formation, par exemple, de reconversion, je sais pas, dans le web, est-ce que vous avez étudié l'éthique? Est-ce que les personnes qui ont étudié l'éthique peuvent lever la main? Ok, une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je m'inclus, six. Bon, je sais pas combien on est là, mais beaucoup plus que 5 à lever la main. On doit être, je sais pas, une vingtaine. Je sais pas, j'arrive pas à compter comme ça. Mais en fait, on se rend compte que, bah, effectivement, il y a un gros manque de considération en fait, de l'éthique dans l'enseignement supérieur. En fait, l'éthique est pas du tout valorisée, quoi. Et certes, j'ai pas arrêté de dire que en fait, c'était nous les responsables, que dans les enfin, qu'on était responsable des biais dans les algos, qu'on était responsable d'utiliser des techniques de persuasion, qu'on était responsable limite de la crise de l'obésité. Enfin bref, j'exagère, mais on n'est pas forcément, enfin, on aurait pu être responsable, ça aurait pu être nous en fait, mais on n'est pas non plus à 100% responsable parce que bah, on n'est tout simplement pas formés à faire l'éthique. Mais après, on peut toujours, être responsable, en fait, pour d'autres choses et peut-être même des choses dont on n'a pas conscience. Peut-être qu'on a causé du tort non intentionnellement, à quelqu'un, car on n'a pas, en fait, anticipé les effets secondaires de nos conceptions, quoi.
Mais pourquoi? Parce que, du coup, il y a pas de enfin, il y a un gros manque de considération, de l'éthique, des droits humains, du libre arbitre, dans l'enseignement supérieur. Bref, maintenant qu'on a fait le constat, qu'il faut agir, en fait, pour la liberté, heu, les droits humains et contre, les manipulations, je vais vous présenter un petit guide de bonnes pratiques pour savoir, comment agir, en fait, comment faire de la conception éthique. Et petit disclaimer, ce n'est que mon avis. Il y a évidemment des choses à remettre en question. Enfin, je pense qu'on pourra en discuter après. Mais voilà, c'est ma petite recette en fait pour faire de la conception éthique et j'espère que ça vous inspirera un petit peu. Mais juste très clairement, pour définir la conception éthique, en fait, conception éthique, ça rime tout simplement avec concevoir pour tout le monde. Concevoir éthiquement, c'est s'engager dans la création de produits, d'interfaces ou de systèmes qui sont accessibles et inclusifs. Ils doivent non seulement être efficacement utilisables, mais aussi bénéfiques pour un public diversifié. Ça implique du coup de répondre aux besoins de personnes en situation de handicap ou de déficience, par exemple, ainsi qu'aux besoins des individus issus de cultures différentes, de situations sociales différentes et de tranches d'âge différentes. La conception éthique, ça met l'accent sur le bien-être humain, la durabilité et ça a un impact social positif. Et du coup, je vais vous présenter 10 petits concepts qui sont à prendre en compte en fait pour faire de la conception éthique. Encore une fois, selon moi. Forcément, si on conçoit en prenant en compte le bien-être humain, il faut essayer de prendre en compte les besoins des humains pour pour répondre véritablement à leurs attentes. Donc, il nous faut de l'empathie, certes. L'inclusivité, ça signifie en fait concevoir pour une large gamme d'individus en tenant compte de la diversité en termes de culture, de langage et de langue, c'est deux choses différentes, d'âge, de genre et d'appartenance. La conception éthique, ça consiste à traiter chaque utilisateur ou utilisatrice de manière équitable, à leur offrir les mêmes opportunités et quelles que soient leurs capacités. Il faut donc s'assurer en fait que ce qu'on conçoit soit accessible à tout le monde, surtout aux personnes en situation de handicap et en déficience, ou en déficience, pardon. Et en fait, on peut suivre des normes d'accessibilité comme les RGAA et les WCAG. Pas du tout facile à dire. En pratique, en fait, si on ne respecte pas ces normes, on exclut en fait délibérément 15% d'utilisateurs ou d'utilisatrices potentiels parce qu'on ne tient pas en compte leurs besoins. La recherche utilisateur, forcément, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment bénéfique et surtout bénéfique si on l'intègre tout au long du processus de conception. Quand je parle de recherche utilisateur, ça signifie principalement récolter les ressentis, l'expérience vécue et les retours individuels de chacun. Genre, obtenir un score de 93% de réussite à une tâche vous dira peut-être où est-ce que vous avez foiré dans votre conception, mais pas pourquoi. Et c'est ça qui est précieux dans la recherche qualitative, du coup, c'est que, c'est qu'on n'a pas besoin d'un grand échantillon d'utilisateurs et d'utilisatrices. On a surtout besoin de diversité en fait dans les personnes qu'on va sonder. Et il faut vraiment pas hésiter à avoir un échantillon de sujets hyper différents en fait, incluant aussi les minorités et des personnes en situation de handicap ou de déficience. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a le designer Mike Montero qui a introduit en fait l'idée de second order thinking, mais j'ai traduit pensée de second ordre, dans son essai A Designer's Code of Ethics. Et en fait, cette approche, c'est un moyen de prendre en compte les conséquences à long terme de nos actions, contrairement à la pensée de premier ordre qui, elle, se concentre sur les résultats immédiats. La pensée de premier ordre, du coup, elle est simpliste, vu qu'elle se limite en fait à l'effet immédiat d'une action, tandis que la pensée de second ordre, elle considère les interactions et les conséquences subséquentes, du coup. Pour appliquer cette approche, on peut se poser des questions comme et après en français, mais c'est un peu mieux en anglais, c'est and then what, ça donne un peu plus de liberté de penser, je sais pas. Pour projeter en fait l'avenir à court terme et à long terme, et en fait du coup de prévoir les conséquences de premier, deuxième et troisième niveau. Qui dit conception éthique, forcément protection des données. Donc il faut être en mesure de protéger la vie privée des utilisateurs et utilisatrices, minimiser du coup la collecte de données personnelles et obtenir en fait un consentement éclairé lorsque c'est nécessaire. Il faut aussi pouvoir
mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles et assurer la sécurité de nos très chers utilisateurs et utilisatrices. Que la transparence... Oh, putain, j'arrête pas de postuler, pardon. Que la transparence, elle fasse partie intégrante de vos valeurs ou pas, en fait, les utilisateurs et utilisatrices, ils vont s'y attendre. Les dark patterns sont par définition trompeurs, ce qui signifie qu'ils manquent de transparence. Et en fait, ils devraient être considérés comme l'antithèse de la transparence, clairement. La meilleure façon de contrer le manque de transparence, du coup, c'est de prendre des décisions basées sur l'empathie. Donc, c'est la première chose que j'ai mentionnée. Les valeurs humaines en matière de transparence, sont assez universelles. Donc, il est assez difficile en fait de concevoir quelque chose de trompeur de manière involontaire. L'équité, c'est éviter en fait les biais dans les algos, en veillant à ce qu'ils ne favorisent pas injustement certains groupes de personnes ou n'entraînent pas de discrimination. Concevoir des produits durables sur le plan environnemental. La durabilité, c'est concevoir des produits durables sur le plan environnemental en minimisant l'impact écologique tout au long du cycle de vie du projet. Alors certes, j'ai pas parlé aujourd'hui d'environnement, d'impact environnemental et d'écologie par pur choix, parce que sinon je pense qu'on allait passer beaucoup trop de temps à discuter. Je voulais vraiment qu'on s'intéresse plus au bien-être humain et aux utilisateurs et utilisatrices. Mais évidemment, quand on fait de la conception éthique, ou quand on essaye du moins à avoir une manière de faire de la conception plus éthique, il faut penser à l'impact de notre produit, quoi, sur le plan environnemental. Bref. Il y a aussi la dernière chose à en prendre en compte, c'est la sensibilisation. En fait, il faut sensibiliser les équipes de conception et de développement aux enjeux du coup éthiques, en mettant en place des formations continues, par exemple, sur l'éthique et pour faire de la prise de décision un peu plus éthique. Au-delà de faire forcément ces formations-là, on peut tout simplement avoir des discussions informelles avec nos collègues et par exemple parler de ce super talk, leur envoyer le lien YouTube quand il sera sorti. Mais non, blague à part, je vais vous mettre une liste de sources après et il y a plein d'articles, il y a plein, en fait, même juste vous tout seul, vous pouvez chercher conception éthique. Il y a une asso des designers éthiques qui ont plein de contenus hyper cool à regarder et à partager. Enfin bref, il y a plein de ressources. Et en fait, ça peut juste être voilà, des discussions informelles, ou alors si vous êtes assez OK à faire des ateliers en fait, d'idéation, par exemple, ça peut être appliquer le modèle de pensée de second ordre que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ça peut passer par plein de choses, mais la sensibilisation, elle est importante et je pense que vous êtes tous et toutes plus ou moins intéressés et impactés par cette problématique-là, parce que vous êtes ici ce soir. Et du coup, c'est bien d'en parler en fait autour de nous et on se rend pas compte de la valeur en fait de la parole, quoi. Bref. On va finir sur une dernière définition. Je vous jure, celle-ci, c'est la dernière. Mais en gros, c'est celle de Usabilis sur la conception éthique. Donc je vais changer le terme design par conception, parce que comme ça, on se sentira un peu plus tous et toutes inclus dans ça. Mais en fait, la conception éthique, c'est une réflexion sur la responsabilité des concepteurs envers l'humain et la société moderne. Le concepteur ou la conceptrice est aujourd'hui au cœur des innovations technologiques. Et du coup, cette place va venir l'obliger à réfléchir à l'impact de sa conception. En fait, nos métiers sont hyper focalisés dans l'exécution. On adore rentrer dans le détail de notre travail. On adore déconstruire, nos wireframes, nos visus, nos codes, discuter avec les collègues, débattre sur nos choix techniques. Nos discussions, en fait, elles sont vachement plus axées sur des détails concrets plutôt que sur des idées abstraites et sur le fonctionnement en fait des choses plutôt que sur la contribution significative à l'intérêt public. Qu'on soit plutôt utopiste ou dystopiste, je ne suis pas graphiste, ça se voit. C'est-à-dire qu'on imagine un monde meilleur ou qu'on imagine un avenir sinistre. Ces deux points de vue, en fait, ils ont la même intention et c'est l'intention de nous pousser à agir.
Et du coup, bah, je finirai par cette très belle citation de Grace Lee Boggs, qui était écrivaine, militante et philosophe féministe, qui dit, je vous la traduis, dans le but de transformer le monde, on doit d'abord se transformer nous-mêmes. Voilà, merci. Alors, il y a un petit cadeau là. C'est ma petite recette de conception éthique. Vous pouvez scanner ce QR code et trouver en PDF ma petite recette si vous voulez. Vous pouvez contribuer, me faire des retours sur LinkedIn. Je pense que vous avez tous mon nom. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Valentin, ici présent, va vous faire passer un petit micro. Merci. Mon métier, c'est de former des docteurs en informatique. Mhm. Et depuis 2-3 ans, ils ont un speech, je ne le connais pas encore par cœur, j'en ai pas entendu assez, mais ils ont un speech à dire quand ils ont leur thèse sur l'éthique. Ok. Donc, ils travaillent dans la recherche scientifique après ou dans l'industrie, ils sont censés respecter un genre de code de l'honneur. Donc peut-être qu'à l'université, il y aura ça dans les autres formations. Oui, Je ouais, sais mais pas c'est vrai trop. qu'en thèse, pardon, je réponds du coup, mais c'est vrai qu'en thèse, on est souvent, je pense que toujours automatiquement, on est formé à de l'éthique, quoi, justement pour le code de l'honneur. Mais enfin bref. Ouais, mais c'est récent. Moi, j'ai jamais été formé à l'éthique. Ok, je pense pas que c'était récent. Et ma question, je suis un petit peu resté sur ma fin. Dans ton travail, tu fais quoi exactement pour respecter l'éthique? Est-ce que tu as des exemples concrets à Euh, mettre? Qu'est-ce que tu as fait différemment d'autres collègues bah, qui ne l'auront pas fait de façon éthique? c'est plus, c'est pas dans, enfin c'est plus, je vais vraiment plus être là pour faire l'insensibilisation, essayer d'amener d'autres manières de penser les choses, essayer de diversifier en fait avec mes recherches utilisateurs et utilisatrices. Je vais donner des retours en fait. Par exemple, je sais pas, moi je travaille dans le hand tracking, dans la réalité virtuelle et augmentée. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple bidon, mais j'ai eu un utilisateur, par exemple, qui était gaucher. En fait, le modèle fonctionnait pas trop bien sur sa main parce que, en fait, ça a été pensé plutôt. Enfin, voilà, les modèles ont été entraînés plutôt avec des données de main de droitier, quoi. Donc voilà, je vais essayer plutôt de faire des retours, des analyses, en fait, des expériences utilisateurs, des recherches, pardon, sur des utilisateurs. Et c'est comme ça que j'essaie de contribuer, en fait, un maximum dans mon quotidien. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était où? Ah, Merci beaucoup oui. pour la présentation. Est-ce que tu as des exemples de services, produits, marques qui sont remarquables par leur conception justement éthique ou qui... Non, pas tellement. Non, j'ai pas de. Attendez, je vous mets les sources à la fin. J'ai pas de marque, du coup, d'idées de produits où ils font de la conception éthique. En tout cas, tout à la fin. Je sais pas si vous voyez ma souris. Non. Euh, attendez, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Il y a ça et ça. Le framework de design éthique de Kazoo et l'association de designers éthiques qui, eux, font pas mal de documentation en fait sur comment concevoir éthiquement, qu'est-ce que c'est que la conception éthique et c'est hyper intéressant. Voilà, en français, du coup, il y a l'association de designers éthiques et en anglais, il y a le contenu de Catherine Zhou que j'adore. Mais sinon, non, j'ai pas d'exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation déjà. Du coup, moi, je trouvais ça hyper intéressant que tu parles de l'impact du produit qu'on va, du coup, dans ce cadre-là, designer pour un espèce d'utilisateur final et essayer de réduire au maximum les impacts négatifs qu'on va avoir du coup sur l'environnement et sur les autres, sur autrui, quoi. Moi, c'était entre une remarque et une question, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Je sais que je suis ressortissant du coup de master. Je dis ça comme si j'avais survécu à ça. Mais du coup, je sors d'un master et du coup, j'ai pas mal de collègues à moi qui sont partis dans notamment la recherche fondamentale. Donc, je suis en sciences cognitives.
Et bah, voilà, le facteur humain, le mot d'ordre, c'est quand même de faire attention à autrui et Ouais. d'essayer d'avoir une démarche bah, du coup, qui est par essence très éthique. Euh, Moi, j'ai choisi d'aller dans le privé et j'ai eu un peu cette dissonance de me dire, est-ce que je pars pas du coup chez, je la fais large, mais chez le diable plutôt que d'aller, enfin, en tout cas, on a beaucoup de professeurs qui nous ont parlé de tout ça. Maintenant, j'ai des retours de pas mal de gens qui sont allés du coup dans la recherche fondamentale et pas mal de ces retours s'accordent à dire que au sein de ces, on va dire, laboratoires de recherche, euh, il y a des discordes et il y a des manières de faire qui peuvent être bah, soit, enfin, dégueu, si je peux me Ouais. permettre. Mais de ce que j'ai entendu, il y a des trucs vraiment pas terribles. Est-ce que l'éthique, ça passerait pas aussi par, au-delà de l'impact que notre produit va avoir, aussi par, enfin pour moi, la conception éthique, par la prise en compte des gens avec qui on va travailler? Puisque je pense que vu que le design, ça passe par des milieux de travail où on est amené du coup à travailler avec pas mal de personnes. Du coup, je sais pas, je voulais avoir ton avis là-dessus. Bah, je pense que enfin, merci pour ta remarque, très, très intéressante. Mais effectivement, je pense que être sensibilisé à la conception éthique, c'est aussi tout simplement être sensibilisé à agir éthiquement bah, avec les gens qu'on côtoie pardon, au quotidien, quoi. Mais après, bah, justement, tu viens de Sciences Po, on sait qu'il y a des dissonances partout. Et des fois, on a beau, sur le papier, se dire totalement éthique, mais en fait, agir comme un caca. Faut pas Et, être vulgaire. et du coup, ça m'amène à une autre petite question rapide. Est-ce que tu crois en une conception 100% éthique? Bah, j'aimerais. Alors moi, je suis utopiste du coup. Donc je crois en un avenir meilleur sur ça. Ouais. J'espère. Je- Merci beaucoup. Voilà. Ouais, ça va être. Ça fait peur. Pardon, je vous ai tourné le dos. Merci beaucoup. Du coup, la première question du collègue, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que, est-ce que en vrai, chez nous, du coup, enfin, comme dit, est-ce que ça ne viendrait pas le problème plutôt de les collaborateurs ou les solutions avec lesquelles on interagit pour concevoir nos nouvelles solutions? Parce que si je ne m'abuse, si je pense bien, nous en Europe, on a une certaine notion et application de l'éthique qui est quand même assez correcte, si je puis Oui. dire. Dans un cadre qui est très, très simple et formel et bien appliqué, c'est la loi européenne. Et par contre, effectivement, il y a beaucoup d'entités et de produits, de collaborateurs extérieurs qui, effectivement, eux, sont beaucoup plus, très certainement, pointables en ce qui concerne un manque d'éthique. Est-ce que ça viendrait pas peut-être plus de notre manque de, je sais pas, peut-être souveraineté technologique ou des choses comme Oui. ça, et le fait d'être forcé à collaborer avec des fois des entités avec lesquelles on ne souhaiterait pas forcément, enfin on y est contraint quoi. Ouais, mais totalement, je pense que enfin, t'as mis le point sur quelque chose d'hyper intéressant. Mais oui, en fait, c'est au-delà de... Attends, je me suis perdue. J'ai trouvé de l'attention. Non, mais oui, effectivement, en fait, des fois, on est amené à collaborer avec des personnes, comme tu as dit, des sociétés, des entreprises qui ne sont pas du tout éthiques. Et ça, en fait, c'est pas de notre ressort, mais on n'est pas. Enfin, j'ai pas arrêté de nous blâmer en mode on est tous responsables. C'est juste pour se donner une idée qu'on est responsable dans ce qu'on conçoit, mais si déjà on n'est pas formé à le faire, si on est contraint de collaborer avec des personnes, des entreprises qui ne sont pas du tout éthiques, si on est contraint de travailler avec des personnes qui ne sont pas du tout éthique, bah, forcément, des fois, on est juste contraint de devoir appliquer tout ça et on n'a juste pas de pouvoir pour pouvoir changer les choses, quoi, du coup. Mais effectivement, enfin, il y a plein de choses qui interagissent ensemble dans la conception éthique. Et il y a plein de choses qui font que bah, des fois, on peut pas, tout simplement pas faire des choses éthiques, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a des questions sur le chat, c'est ça? Ouais. Tu nous les lis? Oui. Donc, il y a Nakim qui demande est-ce que les utilisateurs manipulés pour récupérer de la data vendable ne sont pas finalement gagnants, car ça permet d'avoir des services gratuits? Donc, vous savez, tout le truc de si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ah oui. Il y a certains utilisateurs qui l'acceptent. Je pense que cette notion va dans ce sens-là, en fait.
Ok, si c'est dans le sens, nous, on est utilisateurs, on est censé être conscient que si on est des utilisateurs et qu'on utilise un produit gratuit, on donne notre consentement, c'est ça, à donner nos données? C'est ça. En gros, la question, c'est est-ce qu'ils sont pas finalement gagnants parce qu'ils sont conscients qu'ils sont manipulés, mais en échange, ils ont un service gratuit. Donc, est-ce qu'on pourrait les définir comme des utilisateurs au final gagnants? Bah, moi, je pense à l'inverse, on n'est pas forcément. Enfin, je pense que nous, on est conscient de ça parce qu'on est dans le numérique, on est conscient qu'on est des. Enfin, si on utilise un service gratuit, bah, enfin, c'est nous le produit, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, quoi. C'est normal. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui sont pas du tout conscientes, en fait, tout simplement de ça et du coup qui utilisent des services gratuits et qui se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train d'offrir leurs données bah, à tous les gens du web, quoi. Donc je pense pas que je pense qu'à ce niveau, enfin les personnes qui sont sensibilisées, certes, et encore, je pense qu'il n'y a pas forcément de liberté en fait. Si pour utiliser un produit, tu es obligé de donner tes données, enfin, faut vraiment le vouloir, quoi. Je sais pas. En fait, j'ai pas trop d'avis. Ça me fait beaucoup réfléchir. Ah, plein de. Merci. Je me demandais s'il n'y avait pas une relation entre l'application de l'éthique et l'économie, dans le sens où si on a accès à un bassin d'emploi assez important, ça va être plus facile pour nous de dire bah, moi je vais respecter l'éthique, bah, si mon entreprise me force à faire ça, bah, finalement je vais aller dans une autre entreprise parce que j'ai le choix. Mais si je travaille je sais pas, dans un endroit où il y a une entreprise et qui font bah, pas forcément des choses qui sont très éthiques, bah, si j'ai pas le choix, faut que je les fasse. Du coup, forcément, nous, en informatique aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile de dire ouais, mais là, je peux choisir Ouais, le carrément. projet que bah, quand on n'a pas le choix, finalement, ça peut se retourner. Ouais, et en fait, c'est effectivement, des fois, on se retrouve dans une entreprise à faire un taf qu'on pense notre taf de rêve. Genre, je sais pas, imaginons, demain, moi, je pars chez Apple. Enfin, mon goal ultime, ce serait de bosser chez Apple. Mon moi, peut-être non éthique, ce serait ça. Serait d'aller bosser chez Apple et je serais là, mais trop bien. Ben, je vais apprendre plein de choses, je vais être, enfin, je vais avoir un super CV, machin. Et je pense qu'on est tous et toutes un peu tombés dans ce piège-là de se dire, bah, j'aimerais trop bosser pour telle entreprise ou pour tel domaine. Et en fait, on n'a juste pas aussi forcément accès à d'autres offres qui peuvent être totalement stimulantes et alléchantes, en fait. Genre, typiquement, le service public, quoi. Genre, bah, enfin, je sais pas, moi, je suis pas trop, enfin, je vois pas trop d'offres, en fait, passer sur le service public. Il faut que j'aille, moi, chercher les offres. Et je trouve que c'est dommage qu'ils m'ont mis en avant. Ou... Ouais, effectivement, il y a sûrement un truc d'économie aussi derrière. Ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une discussion. Oui, c'est une discussion. Moi, j'ai une petite question. C'est un peu pour avoir ton avis. Et, parce qu'il m'est arrivé un petit peu une situation dans laquelle j'étais confrontée à l'éthique, justement. Donc, moi, je viens d'un parcours pareil, facteur humain, ergonome. Et du coup, j'ai beaucoup étudié, pareil, la psychologie sociale sur l'effet de manipulation et comment créer des interfaces qui, justement, influenceraient les personnes à faire tel ou tel comportement. Donc, c'est plus du marketing social, mais enfin, c'est ce que tu disais, c'était plus éthique. Enfin, en tout cas, de valeur éthique. Et donc, quand j'étais en stage, j'ai dû envoyer des documents, en fait, en relatant des modèles théoriques sur la psychologie sociale. Et j'ai été confrontée personnellement à cette dissociation, à cette dissonance de me dire, ben, j'ai pas envie de le faire, je suis en stage, donc je suis contrainte de le faire. Et donc, j'ai pas su comment réagir à ce moment-là. Ouais. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est créer un document sur l'éthique, justement, en parlant de l'impact que ça pouvait avoir, des effets que ça pouvait avoir. Mais c'était une industrie pharmaceutique avec laquelle je travaillais. J'avais pas du tout envie d'envoyer ce document et je l'ai fait. Et je voulais te demander, tu vois, même si on n'a pas forcément envie, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, on n'a pas envie de le faire, on est contraint à le faire. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut... enfin, est-ce que tu as des avis là-dessus ou est-ce que tu aurais des idées? Bah, c'est compliqué, ouais. Enfin, je vois exactement dans quelle situation tu aurais pu te mettre et je pense que ça arrive hyper souvent, quoi, de faire des choses sous la contrainte ou de te dire, bah, parce qu'on m'a demandé de faire ça, je dois le faire. Surtout quand tu es dans un contexte où tu es stagiaire et que bah, tu es étudiante et que bah, tu as vraiment envie d'être là, d'avoir cette expérience pour pouvoir peut-être avoir une opportunité de travail ailleurs ou même peut-être dans l'entreprise.
Mais je sais pas, enfin, j'aurais pas, enfin, je peux pas, j'ai pas d'avis à donner sur ça. Je comprends, c'est hyper chaud et enfin, on sera tous, si on n'a pas été confronté à ce genre de situation, on n'a pas envie de le faire et on doit le faire. Enfin, surtout dans le cadre du travail, je parle. Au moins, j'ai été sensibilisée. Du coup. Oui, voilà. Après, je sais, ouais, c'est hyper délicat en fait. Ça dépend vraiment de Ton chacun. avis, Ouais. dans les- Bah, je pense que c'est chaud. Ouais. J'aurais pas su comment réagir. Perso. Merci. Bonjour, merci pour ton talk déjà. Et je voulais te poser la question, j'ai vu que tu travailles chez Qualcomm, c'est ça? Mhm. Et je voulais savoir le point de vue de Qualcomm par rapport au design éthique et comment ça se passe, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans des grosses entreprises qui sont cotées. Est-ce qu'il y a un investissement de ce côté-là ou c'est que la partie conception qui est réfléchie avec une valeur éthique, ou il y a la partie commerciale, vente, qui est aussi qui a une influence liée avec les nouveaux enjeux de l'éthique dont qu'on remarque aujourd'hui en fait. Alors, bah, pour commencer, déjà, je suis plus chez Qualcomm et effectivement, j'ai pas mis à jour mon profil. Mais en fait, quand j'étais chez Qualcomm, faut s'imaginer qu'il y avait 44 000 employés. Je ne sais pas combien d'équipes dans le monde. En fait, chaque équipe était, on va dire, plus ou moins indépendante, enfin, fonctionnait de sa manière, quoi. Surtout que nous, quand j'ai rejoint Qualcomm, on était une start-up, on s'est fait racheter, donc on a gardé un peu le même fonctionnement, quoi, de travail. Donc oui, forcément, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient plus ou moins impliquées dans l'éthique. Certes, j'ai essayé de sensibiliser, mais après, je pourrais pas te répondre à l'échelle de Qualcomm, j'en sais rien en fait. Enfin, je pense que ça dépend, ça va dépendre de chaque équipe, de chaque pôle, chaque pays en plus, parce que bah, c'est partout, quoi. Bonsoir, merci pour ce talk. Bon, moi je suis côté marketing, donc j'ai pas vu mon poste dans le début de la présentation. On va dire ça fait à peu près 10 ans que je suis sur le marché du logiciel, notamment du marketing. Et ce qu'on voit, c'est réellement qu'il y a une transformation sur tous nos métiers, de manière générale. Aujourd'hui, on est en train, enfin, il y a quelques années, il y a 5 ans, on parlait d'indicateurs RSE, et aujourd'hui, il y a des indicateurs extra-financiers. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans, dans les sociétés, je pense que c'est aussi le rôle du market, c'est de trouver des bons cas d'usage, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait du logiciel, quand on veut faire de l'applicatif, il faut, on va dire, bien décomposer le cycle de vie du produit. Et ça, c'est quelque chose où on doit discuter vraiment avec le commerce, avec aussi des investisseurs. Parce que une boîte, en fait, quand tu veux la tenir, la prendre en main, on est tous d'accord autour de valeurs et c'est des fondamentaux, c'est un ADN. Et puis au fur et à mesure, bah, on le sait tous, hein, ça change un chouïa. Donc on n'est plus trop d'accord et la vision de produit, bah, elle est un petit peu perdue. On n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, bon, à Bordeaux, pour ma part, mon employeur, c'est encore une petite PME, mais on constate qu'il y a véritablement un bouleversement sur des métiers d'ingénieurs, de développeurs, aussi bah, de data scientists, hein, voilà, c'est chercheurs. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment repenser le produit et donner des métriques qui soient très claires pour bah, essayer comment dire, la réponse, en fait, c'est vraiment de co-construire idéalement le Mm. produit avec l'usager, le client. Parce on peut avoir les meilleurs ergonomes, on peut avoir le meilleur marketeur. En fait, malheureusement, on n'a pas toutes les réponses. On n'a certainement pas la vraie réponse aux besoins. Quel est le vrai besoin? Là, j'ai un truc hyper intéressant, c'est la co-construction, en fait, c'est la co-conception. C'est vrai que ça, c'est aussi une solution pour la conception éthique. Si, par exemple, on n'est pas du tout sensibilisé à ça ou on ne sait pas du tout par où commencer, bah, on peut commencer par, bah, je sais pas, si imaginons demain, on doit faire un produit, enfin, je sais pas, une interface, enfin bref, quelque chose. Et en fait, on ne sait pas trop comment intégrer bah, certaines diversités en fait, dans les populations. Bah, en fait, il suffit tout simplement, entre guillemets, d'aller voir ses collaborateurs et surtout ses collaborateurs non directs, quoi. Allez voir les personnes de votre entreprise, vos amis même, ou enfin, je sais pas, et sondez-les. C'est cette discussion informelle qui va vous aider justement à co-créer, à co-concevoir les choses
Et si vous avez l'occasion aussi, c'est de la co-conception, pas forcément avec les personnes de vos équipes, c'est vraiment de faire des ateliers et de prendre le temps de co-construire avec des personnes totalement pas du tout de votre domaine, quoi. Et ça va vous ouvrir le chakra. Non, mais en fait, ça ouvre vachement la vision, on se rend pas compte c'est ça, de l'importance, quoi, de la co-création, co-conception. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On est bon? Bon, ben, merci à tous et à toutes pour. Et merci à tous d'être venus. Le prochain meet-up, c'est dans 2 mois. On n'a pas la date exacte encore, mais et donc ça sera en avril. On n'a pas encore le sujet, mais vous allez être tenus au courant rapidement. C'était un plaisir de vous recevoir aussi nombreux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde, donc on espère vous voir nombreux autant la prochaine fois. On continue de discuter juste après. Il y aura des bières et à manger, donc vous pouvez rester. Merci à tous.